Retenez le 7 juin 2021 dans votre agenda, alors qu'on attend toujours la keynote des nouveaux iPad Pro et peut-être de nouveaux Mac à processeur Apple. Apple officialise les dates de sa conférence mondiale des développeurs du 7 au 11 juin prochain. Une WDC 100% online et gratuite pour la deuxième année à cause de la pandémie. Vincent Pradey sera connecté non-stop. Il est le développeur iOS de référence chez Worldline, le leader européen des solutions de paiement. Et il est notre invité cette semaine. Faire défiler 1000 lignes en une seconde, c'est la promesse de Logitech avec sa souris Mouse AMOLED présentée comme révolutionnaire, la MX Master 3. François Le Truedic l'a testé et il nous dira si ce mulot vaut ses 109 €. Et puis ma maison connectée plus que jamais dans votre quotidien. Il s'appelle Sébastien Balbine, il est équipé HomeKit version Ikea et il nous racontera sa maison intelligente à lui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 32, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. C'est votre rendez-vous Apple du jeudi avant 20h, en podcast audio natif et désormais aussi du vendredi en vidéo sur YouTube, puisque depuis la semaine dernière, vous retrouvez iWeek, la semaine Apple, le podcast, aussi en vidéo gratuitement sur YouTube. Et oui, bonjour aussi à vous qui nous regardez désormais. Merci pour vos messages. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, je vous faisais coucou à la caméra. Vous êtes très nombreux à avoir partagé votre plaisir de nous revoir, comme à la grande époque de Watch. Alors, on appelle ça des call to action, et vous connaissez le principe. Sur YouTube, pour avoir du poids, il faut des abonnés. Alors, si vous nous appréciez, et aussi pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'iWeek. Cliquez là sur le bouton s'abonner et aussi sur la cloche juste à côté pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est dispo. Pour le podcast audio, même invitation, abonnez-vous au podcast d'iWeek la semaine Apple, ou plutôt suivez iWeek comme on dit désormais. C'est gratuit là aussi et vous nous avez toujours dans votre poche et dans votre iPhone. On est dispo sur les 13 principales plateformes de podcast, dont Apple Podcast et Spotify bien sûr. Nous soutenir, c'est aussi nous aider à couvrir les frais de fabrication de ce podcast et nous aider à nous développer, achat de matos comme ce MacBook Air M1 dont je vous ai parlé, achat de licences de logiciels et de plugins pour le futur site. Une seule adresse, patreon.com/iWeek. Devenez contributeur ou contributrice à partir d'1,50 € par épisode avec plein d'avantages exclusifs pour vous et pour nous ça change tout et on a besoin de vous, n'est-ce pas la team iWeek? Topissime. Oh que oui. Salut les garçons, Eli Abitbol, salut Eli. Bonjour. François Le Truedic, salut François. Salut Benji, j'avais une question, est-ce qu'il faut obligatoirement s'appeler Vincent pour être invité dans ton émission? Parce que j'ai l'impression que toutes les semaines on a le droit à un nouveau Vincent, donc... C'est vrai. Déjà avec moi ça fait un. Et puis après oui, les Vincents sont prioritaires, c'est comme ça. Et on en a effectivement un nouvel exemple aujourd'hui. Il y en a un qui n'est pas là à nouveau, c'est Jean-Christophe Vigne, encore par Mons et par Vaux. Bah, on t'embrasse hein, JC. En attendant ton retour, tu nous manques, sacré bougre. Et aujourd'hui donc on accueille l'un d'entre vous. Oui, ça pourrait être vous d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est lui. C'est Sébastien Balbine. Salut Sébastien. Bonjour. Salut, ça va? Très heureux de te recevoir dans iWeek. Ah, je suis très heureux de participer aussi. Merci de l'invitation. Plaisir partagé. En un mot, qui es-tu Sébastien? Alors, dans la vie, ce que je fais, je suis bibliothécaire à Brest. J'habite à Brest, un breton aussi comme François. Et je travaille au secteur jeux de société et je suis un gros geek en fait. J'adore toute l'informatique et je suis tombé dans l'univers Apple il y a une dizaine d'années. Voilà. Et depuis, je suis un gros passionné de l'écosystème Apple. Voilà. Alors, ça tombe bien, tu es à la maison ici dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, Sébastien. Sois vraiment le bienvenu. Mais j'ai cru comprendre. Bon, François, en bon breton, c'est toi qui as eu envie de proposer à Sébastien de passer une tête? Oui, bah déjà, il était breton, donc ça partait bien. Hein. Je me suis dit, pour une fois où on sera en majorité, c'est important. Non, en fait, Sébastien m'a envoyé de son propre chef un petit bilan de son utilisation de l'écosystème TradFi
le HomeKit by Ikea. J'avais évoqué dans l'émission de le tester, et puis je me suis dit après tout, il l'a testé, ça me fera économiser 100 ou 150 €. Donc en fait, il va faire mon boulot aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va vous dire ce qu'il pense de l'écosystème Tradfi. Oui, effectivement, ça fait plusieurs semaines que j'entends évoquer l'écosystème Tradfi. Je me dis, tiens, ça serait pas mal d'écrire un petit article. Et voilà, quoi. Et puis, ça a plu à François. Et puis, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Eh ben écoute, on va être dans la vraie vie, dans le vécu avec toi, et ça va être super intéressant. J'en suis sûr. Merci d'être là. Et puis, sur tous les autres sujets, évidemment, tu n'hésites pas. Hein, tu interviens quand ça te parle. Évidemment, ça marche, merci. François, tant que je te tiens, tu nous proposes aussi cette semaine un test. Bah oui, parce que du coup, vu que j'ai économisé mon temps sur ma maison connectée, vu que j'ai refilé le bébé à Sébastien, je me suis dit, bon allez, pour pas paraître trop flemmard, je vais quand même proposer quelque chose. Donc je vais vous proposer un petit test de la souris MX Master 3 que j'ai à la maison depuis 6 bons mois, et qui est pour moi un très très bon produit, et qui remplace très avantageusement la Magic Mouse, avec laquelle j'ai personnellement du mal au quotidien. Eh bien très bien, ce sera le test de la semaine tout à l'heure dans ce 32e épisode. Mon cher Eli, semaine particulière pour toi, tu es en plein papouning. Exactement. Bon, je sens et je vois que tu as des étoiles plein les yeux. Et oui, je profite du beau temps en plus et je profite effectivement pour m'occuper de mon petit-fils qui a 6 mois et demi et ça commence à pas mal évoluer à cet âge-là. Bon. T'as préféré les couches au dîner, donc pas de dîner d'Eli cette semaine. Mais pourquoi ? Je n'avais préparé un quand même. Ah bon ? Mais oui. Et ben voilà, tu t'es fait livrer. Exactement, j'ai commandé. Et ben c'est génial. Alors dîner cette semaine, malgré les couches. Bon. Tant que c'est pas les couches qu'on a à dîner, ça va. C'est ça. Bon, en tout cas, une certitude, c'est que tu es toujours à fond sur l'actu. Et évidemment, sur ce qui sera l'événement dans un peu plus de 2 mois, Eli, c'est la WDC 2021 qui est maintenant officielle. Et oui, on l'attendait et ça y est, on sait. Et puis, comme d'habitude, on va tout vous dire et on va décrypter évidemment l'invitation. Absolument. Alors, qui mieux qu'un développeur pour nous aider à comprendre ce qui se prépare en coulisses d'ici au 7 juin prochain, à comprendre ce qu'on peut attendre et espérer aussi de cette WDC 2021. Bonjour Vincent. Bonsoir Benjamin. Ah, c'est super sympa que tu sois là. Vincent Pradey, lead développeur iOS chez Worldline. C'est le leader européen des solutions de paiement. Alors on va y revenir en détail avec toi Vincent dans un instant, mais est-ce que l'impatience te gagne déjà à plus de 2 mois de l'événement, à la lumière justement de ces messages subliminaux qu'Apple a encore une fois commencé à faire passer avec les visuels de la conf à venir dont on va parler? L'impatience, c'est comme toujours la curiosité de savoir qu'est-ce qui va bien pouvoir être annoncé. Surtout qu'année un peu charnière, le passage des Mac sur des nouveaux processeurs, des architectures qui deviennent de plus en plus communes entre appareils iOS et appareils macOS. Donc très, très curieux, on sent que si Apple avait envie d'unifier toutes les plateformes cette année, il pourrait le faire matériellement. Donc maintenant, ça va être à nous de voir ce qu'ils ont dans les cartons pour nous. Ouais. En un mot, je t'ai présenté, Vincent, mais quelle est ton histoire, toi, avec Apple ? Eh ben, moi, de mon côté, j'ai eu la chance de démarrer mes études en informatique au moment où sortait iOS, donc en 2009. Donc j'ai pu faire mon premier stage à l'époque, j'étais à Montpellier dans une entreprise qui s'appelait Aquafadas, qui à l'époque se lançait dans l'édition de BD, parmi les premiers à faire ça sur iPhone, enfin sur iPhone OS à l'époque, c'était pas encore iOS. Donc cette chance de démarrer au bon moment, et puis depuis toujours dans iOS. Maintenant je travaille chez Worldline, donc une entreprise française qui propose des services de paiement, et je travaille notamment sur les applications iOS de grandes banques françaises. Et à côté de ça, je suis moi aussi sur YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube avec du contenu pour les développeurs iOS, pour essayer de creuser certains sujets, des interviews avec des personnalités de la communauté, avoir cette petite plus-value qu'on peut apporter par des contenus podcast et YouTube. Génial. Comment elle s'appelle ta chaîne ? Vincent Pradey, j'ai fait simple. Ah bah c'est simple à retenir. Eh bah super, on va aussi aller sur ta chaîne pour
pour suivre tes vidéos, tes interviews, pour progresser donc, dans l'univers du développement sur iOS. La WWDC 2021, on va donc y revenir ensemble dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous redire à quel point je suis super heureux de vous retrouver, comme toutes les semaines. Alors iWeek, c'est aussi sur Twitter, hein, n'oubliez pas, @iWeekNews. Et sur Instagram, @iweek.news, ainsi que sur Facebook. Followez-nous pour ne rien rater, y compris de notre actualité. Il va se passer 2-3 trucs d'ici la WWDC justement, donc soyez pas trop loin. Un dernier mot pour saluer la sortie du nouveau numéro d'iCreate, le magazine des utilisateurs Apple, iPad, iPhone et Watch. Une couverture toute verte, vous le voyez, et un grand dossier consacré à la productivité et au gain de temps. Comment en faire plus avec son Mac ? Je vous recommande aussi le dossier sur le partage familial ou comment bien connecter sa famille à l'écosystème Apple. iCreate numéro 178, 6 € bien dépensés en kiosque et même 5 € seulement pour la version PDF téléchargeable sur iCreate.fr. Voilà, iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 32. On y va avec la WWDC 2021 dans le viseur. Elle sera 100% online et gratuite pour les développeurs. À nouveau, la WWDC 2021 est désormais officielle. Les dates sont tombées mardi. Elle se déroulera du 7 au 11 juin prochain avec vraisemblablement une keynote le 7, mais qui, comme d'habitude, n'est pas encore mentionnée par Apple. Donc pour la deuxième année consécutive, pas de grand rassemblement de milliers de développeurs à San Francisco ou San José. Malgré l'avance de la campagne de vaccination anti-Covid aux US, il va falloir se contenter à nouveau de 5 jours de streaming. Vincent Pradey, lead développeur donc iOS chez Worldline, le leader européen des solutions de paiement. Merci à nouveau d'être avec nous, hein. C'est très très sympa d'avoir ton regard sur cette conférence qui se prépare pour dans un peu plus de 2 mois. T'es pas trop déçu d'abord que cette conf ait lieu à nouveau en mode online à 100%? On s'y attendait un petit peu. Moi, j'avais eu la chance d'assister en 2019, du coup, seule et unique fois où j'ai pu y aller. Souvenir d'une super expérience, bien sûr, mais en même temps, beaucoup de voix dans la communauté qui disent que, puisque c'est en ligne, ça donne la possibilité d'avoir à plus de monde d'assister aussi en live, d'avoir des contenus parfois plus adaptés, qui n'ont pas la contrainte d'une salle physique avec des durées optimisées pour remplir des séances toutes les heures. Donc je pense qu'on va pouvoir faire confiance à Apple pour faire du mieux avec la situation actuelle, vu les moyens qu'ils ont. Donc je pense qu'on aura en tous les cas une super expérience. Ouais. 2019, tu as donc été tiré au sort, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est ça. Et tu as payé $1 500. Et oui. Exactement. Plus les frais d'hôtel, d'avion et les repas, ça les vaut ou pas, et tout ça, et les bières. Ça les valait ou pas? De mon point de vue, mon entreprise m'a envoyé, donc pour moi ça les valait, ça c'est sûr. Moi je suis très content de pouvoir y aller. Et non, plus sérieusement, je pense en termes de contact, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus quand on est à Lyon. La plupart des gens qui étaient présents, quand même, c'était beaucoup de gens parisiens qu'on côtoie beaucoup moins, donc super intéressant à ce niveau-là. Et aussi au niveau des échanges qu'on peut avoir avec des personnes de chez Apple, ça a ce côté, on va dire, catalyseur de rencontres et de potentiel pour l'avenir. Ouais. On peut pas avoir le même contact à distance et quand on rencontre les gens et qu'on peut boire une bière avec eux à la fin des confs, quoi. Hein, c'est pas pareil. Exactement, un super exemple que j'ai, c'est sur au moment du retour, au moment du check-in des bagages à l'aéroport, je croise un Français qui était un étudiant qui avait donc gagné une scholarship d'Apple, et on a pu discuter, et puis il a pu venir en stage chez nous l'été d'après. S'il n'y avait pas eu cette rencontre-là, probablement que ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc évidemment, ce type de petites interactions parfois ont de la valeur, et une très grosse valeur. Bon, écoute, il va falloir faire comme ça encore cette année. On parlera tout à l'heure des années suivantes, voir si vous pensez qu'on peut revenir au mode de fonctionnement d'autrefois. Avec le lancement des nouveaux iPhones à la rentrée, c'est le seul événement un peu prévisible en fait chez Apple, hein, Ellie, la WWDC. Oui, c'est les deux choses immuables avec les impôts d'ailleurs. C'est la WWDC et la sortie des iPhones. Ouais. Alors évidemment, elle est très orientée cette conf vers les systèmes d'exploitation, dont on découvre les futures nouvelles versions majeures chaque été au mois de juin.
Mais chaque année, on a envie d'espérer davantage et on a envie d'attendre plus que juste les OS. François, décris-nous pour ceux qui nous écoutent ces visuels qui accompagnent l'annonce d'Apple. On a tous pensé déjà à un clin d'œil au lancement du MacBook Air M1 et à ce plan où on voyait Craig Federighi fixer l'écran du nouveau portable. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand c'est sorti, on a vu beaucoup de détournements circuler sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C'était assez fun, en s'imaginant qu'est-ce qu'il y avait comme fond d'écran sur le MacBook Air. C'est un joli clin d'œil. C'est intelligent de la part d'Apple. Je trouve de rebondir sur ce petit buzz de l'époque. Du coup, ça a fait causer la communauté autour de ça. Et puis voilà, Craig Federighi, ça fait partie de ces personnages qui sont assez fédérateurs quand même chez Apple, connus du grand public, sans doute plus fun, même si j'aime beaucoup Tim Cook, plus fun que Tim Cook. Donc voilà, c'est un joli petit clin d'œil. Maintenant, un peu déçu que ce soit pas son Memoji qui soit à ouvrir l'ordi. Ça aurait pu être fun aussi, mais je pense qu'on va pas tarder à le trouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, il y a toujours un message, plus ou moins difficile à décrypter dans les visuels de chez Apple, dans les invitations quand c'est pour des keynotes. Je voudrais bien qu'on fasse un petit tour de table là, sur les indices que vous avez cru déceler dans ces visuels. Je voudrais bien commencer par Vincent et par Sébastien, puis finir par la team. Vincent, à quoi t'as pensé quand tu as découvert ce visuel ? Et j'ai remarqué les lunettes. Comme beaucoup de monde, tous les visuels que j'ai vus, les personnes ont des lunettes. Alors, est-ce que c'est pour jouer sur la réflexion ou est-ce que c'est un clin d'œil à des lunettes de réalité augmentée qui sont discutées depuis longtemps ? J'en ai aucune idée. Et ensuite, en zoomant, je remarque alors, le petit chiffre 21 en notification, badge de notification sur le calendrier. Donc, est-ce que c'est 21 annonces, 21 sessions, en tout cas quelque chose qui a l'air de jouer avec le nombre 21. Et puis ensuite, on peut voir des petites icônes d'applications. Alors, on a l'air de voir Xcode, un groupe d'applications, et juste après, ce qui semble être Keynote, par contre, ce groupe d'applications, je vois plusieurs icônes qui, moi, me disent rien. À moins que j'ai raté un gros épisode, peut-être. Des icônes inconnues au bataillon. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. Donc de nouveaux softs, potentiellement. Eh bien, peut-être, oui. Ou alors peut-être un logiciel qui n'existe qu'aux États-Unis, par exemple, et qu'on n'a pas sur nos Mac à nous, mais ça me disait rien du tout. Ouais. Sébastien, qu'est-ce que tu as Alors pensé moi, de ce visuel, toi ? Moi, le Avec visuel ton que œil à j'ai toi. vu, effectivement, c'est les lunettes aussi qui m'ont interpellé. Moi qui portais des lunettes, du coup, je suis rentré dans Mille Fantasmes. En fait, je me dis peut-être des lunettes de réalité augmentée, peut-être des partenariats avec des opticiens pour vendre des lunettes. Je sais pas. Enfin, comme Apple se dirige vraiment vers la santé, je me dis que c'est pas impossible. Mais après, effectivement, si c'est des lunettes augmentées, il y aura quoi ? Ça sera GlassOS. Enfin, ils vont nous sortir sûrement un nouvel OS, quoi, quelque chose qui pourra. Bon, en tout cas, ça attise ma curiosité et je pense que je vais pas louper cette keynote, ça c'est sûr. Bon. Maintenant, ouais, 7 voilà, juin. moi je fantasme de lunettes en AR, et voir ce que ça pourrait apporter au quotidien, voilà. Ouais, les fameuses lunettes. C'est marrant parce qu'on a beaucoup dit ces derniers mois que ce serait sans doute pas des lunettes. Vous vous souvenez, Élie et François ? Et là, Oui, c'est vraiment des lunettes sur le visuel. Oui. Après, Oui, on ça a peut entendu être- parler de lentilles. Ouais. Ça peut être une métaphore pour un autre objet qui se met devant les yeux. Mais ce qui est marrant, c'est que tous les personnages qui sont symbolisés devant cet écran, et justement, je pense que c'est pas un hasard s'il y a plein de visages différents, hommes, femmes, jeunes, vieux, qui ont tous une paire de lunettes face à cet écran. Moi, j'ai eu du mal à pas voir un message. François. C'est peut-être juste qu'il y a une nouvelle fonctionnalité de zoom pour les personnes qui portent des lunettes, histoire d'éviter de les avoir. Hein. Élie. Mais non. Non, je pense que Tu y s'il y a crois, là. un moment dans l'année où on va parler d'Apple Glass et de GlassOS, c'est à la WWDC. Pourquoi ? Ces lunettes doivent sortir un jour. Donc on a dit à un moment donné que ça serait 2021, peut-être deuxième partie de 2021, peut-être début 2022, mais en tout cas, ces lunettes ne peuvent pas sortir si les développeurs n'adaptent pas leur logiciel
à GlassOS. Et si ce n'est pas à la WWDC qu'on commence à leur parler de GlassOS, ça ne sortira jamais. Hein, donc, c'est le moment. Ouais. La surprise, c'est peut-être que ce soit dès cette année, finalement. Le temps qu'il faudra à des développeurs. Rappelez-vous que l'Apple Watch, il a fallu un certain moment pour que les développeurs les adaptent. Et à chaque fois, il faut du temps. Hein. Soit il y a un kit magique qui va faire que ça va marcher tout de suite, mais ça m'étonnerait. Parce que ce qu'on avait vu dans les brevets, rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques émissions, c'est que ces petites icônes que vous avez tous remarquées en bas d'écran apparaissent dans le brevet d'Apple avec un capteur au niveau des yeux, ce qui fait que ces icônes qui sont contextuelles et qui apparaissent au bon moment, il suffit d'en regarder une ou l'autre pour voir apparaître le contenu. Donc, en fait, la souris est remplacée par le regard. Mais il faut bien que ces icônes soient quelque part. Voilà. Vincent, cette arrivée potentielle d'Apple sur le terrain de la réalité, alors qu'elle soit augmentée, mixte ou virtuelle, est-ce que ça t'excite ? Pardon, je suis un peu primaire, mais on se Non, comprend. ça peut que donner envie. Enfin, c'est vrai, quand on voit tous les use cases autour de la réalité augmentée, souvent quand même, c'est sympa, mais le fait de devoir tenir un iPhone ou un iPad, bah, on se dit que passer le fait de s'amuser un quart d'heure, voilà, ça devient plus encombrant qu'autre chose. Hors des cas très particuliers, je pense par exemple la navigation en intérieur, dans les centres commerciaux où il y a eu des use cases intéressants, parce que là on est vraiment activement en train de chercher quelque chose. Mais sinon, c'est vrai que on a l'impression que les lunettes, c'est ce qui peut permettre de vraiment installer cette réalité augmentée dans le quotidien et dans des use cases qui sont fluides et qui n'ont pas un énorme niveau de friction. Après, on se rappelle aussi les Google Glass il y a quelques années qui ont fait un sacré pchit, principalement parce que le public ne semblait pas prêt à accepter ça. Ça générait beaucoup de réactions de méfiance et peut-être aussi une technologie qui n'était pas encore assez aboutie. Je pense que si Apple introduit des lunettes, on peut s'attendre à beaucoup de travail de pédagogie et de marketing pour expliquer les choses. Et peut-être un peu comme ils l'ont fait avec l'iPhone. L'iPhone, au final, a été vraiment introduit de façon très très progressive. Le premier iPhone, on peut se rappeler, pas de 3G. En France, même, on ne faisait pas de MMS, on s'en moquait un petit peu. Les choses ont été vraiment très très progressives. On pourrait s'attendre vraiment peut-être à des Apple Glass, je dis Google Glass, la bêtise, des Oui. Apple Glass centrés autour de un ou deux use cases très puissants, mais aussi peut-être très peu clivants dans un premier temps, pour ensuite avoir une montée en puissance. Moi, je les verrais bien faire quelque chose comme ça. Et tu penses à quoi comme use case, comme usage un peu killer, l'usage killer, quoi. Celui qui est facile à montrer à tout le monde, c'est vraiment la navigation, quand même, Bien parce sûr. que ça, c'est pas clivant, c'est utile, c'est pratique. En temps normal, on aurait pu penser à du tourisme augmenté, mais en ce moment, le tourisme, c'est pas forcément la chose la plus porteuse. Mais du tourisme augmenté, avoir des informations en plus affichées sur les bâtiments, ça pourrait être un potentiel énorme. Et sinon, on peut penser à des choses aussi, par exemple, maintenant que Apple a du Apple TV, je pense à une chose, mais alors pour le coup, c'est Amazon qui le fait, mais sur Prime, il y a une fonctionnalité qui s'appelle X-Ray, où quand on met la pause sur un épisode, et bien il nous affiche les acteurs qui sont présents dans la scène actuelle, avec le nom de l'acteur, du personnage, etc. Et on pourrait imaginer pour avoir ce genre d'informations en réalité augmentée, qui serait du coup très bien intégré avec les contenus créés par Apple, vu qu'Apple commence à créer du contenu. Donc on pourrait avoir des choses là-dedans, vers les jeux aussi, enfin beaucoup de créativité possible, encore plus maintenant qu'Apple a un écosystème qui est assez complet. Super intéressant. Sébastien, tu voulais réagir ? Oui, je voulais aussi réagir. J'ai lu sur plusieurs articles, il y avait Niantic, enfin je sais pas comment ça se prononce, ceux qui ont sorti Pokémon Go il y a quelques années, qui allait sortir un nouveau jeu en fait, et je me disais que ça avait été un succès fou sur smartphone, et ça serait pour être l'occasion pour justement de lancer un type de jeu sur lunettes connectées. On aurait pu le nez rivé sur son smartphone en se baladant dans la rue, mais on aurait carrément les personnages qui s'afficheraient sur des lunettes, et ça pourrait être une application grand public qui serait vraiment qui pourrait lancer le Ouais, c'est sûr que ces le jeu, applications, quoi. ça semble évident aussi. En tout cas pour le grand public, ouais, en tout cas. Ouais. Ellie, tu sembles moins Je motivé. sais pas, non, on peut chacun, on a des idées de ce qu'on aimerait faire en réalité augmentée, mais je pense qu'Apple va être très prudent, justement pour éviter de... Si on commence par sortir un jeu, et je dis pas qu'il n'y en aura pas, hein, des gens vont dire c'est un gadget, c'est un truc pour jouer, et c'est beaucoup plus que ça. D'abord, une petite remarque par Oui, rapport à tout à l'heure, à ce qu'a dit Vincent. La différence avec les Google Glass, on en avait parlé il y a longtemps, mais c'est toujours bon de le rappeler,
c'est qu'Apple va faire exactement le contraire. C'est-à-dire que Google a mis l'intelligence dans les lunettes, ce qui fait qu'elles étaient un tout petit peu grosses, qu'elles pesaient un tout petit peu lourd parce que le processeur était dans la lunette. Apple va s'appuyer à 100% sur l'iPhone. Les lunettes vont être un système, ça va être un périphérique d'entrée et d'affichage et l'intelligence sera dans l'iPhone, même si on l'a dans la poche. Donc c'est très très différent en termes de possibilités. Après, je suis totalement d'accord. La première killer app, c'est la navigation. Clairement, oui. La deuxième que je vois, moi, c'est la traduction. Apple fait maintenant de gros efforts dans la partie traduction. Donc, imaginez que vous êtes dans un pays étranger, vous ne parlez pas du tout la langue, ou c'est peut-être même pas le même alphabet. Vous allez, je sais pas, il y a un signe dans une rue, vous allez devant un restaurant ou devant un arrêbus. Si la lunette traduit ce que vous voyez instantanément, c'est juste magique pour le tourisme. Hein. Bah oui. Ça existe Ouais, déjà avec très Google juste. Traduction, etc. Mais là, ça serait dans les yeux, quoi, directement. Donc, ce serait. C'est ça. Ouais, vraiment. Ouais. Ce serait fou. Bon, ça y est, vous m'avez déjà donné envie. Merveilleux, merveilleux. François, est-ce que tu es aussi excité que moi, du coup? Oui, très excité comme d'habitude. Tu me connais, Benjamin. Ouais, Non, mais toi, trouve c'était ça- l'affiche avec la jeune femme. Hein, et tout de suite, il a commencé à se dire femme à lunettes et tout. je trouve ça. Attention, Ellie, ça pourrait glisser. Non, moi je trouve ça intéressant en portant moi-même des lunettes. J'ai eu l'occasion de tester les Google Glasses. J'avais trouvé ça plutôt fun. Maintenant, avoir l'usage. Et puis, est-ce qu'au bout d'un moment, ça fera pas de doublon avec l'Apple Watch? Parce que j'entends l'histoire de la navigation, mais en même temps, la navigation, on l'a aussi sur l'Apple Watch. Donc, il faudra. Voilà. Et puis surtout, pas se faire racketter, parce que si on se fait racketter l'iPhone, l'Apple Watch et les Apple Glasses, je vais dire Google Glasses comme Vincent, je crois, C'est ça. ça va coûter cher, quoi. Ça va Mais être clairement, compliqué. oui, c'est moi qui ai des lunettes, pas H24, mais presque, je vois l'intérêt. Hein. Ouais. Maintenant, d'un point de vue sociabilité, je pense que ça peut être compliqué aussi, parce qu'on est à discuter avec les gens, tout d'un coup on a un SMS, et puis on a le SMS qui apparaît dans la lunette, on regarde les gens, mais en fait on les regarde plus, on est en train de lire le SMS qu'on vient de recevoir. Je suis perplexe, mais il y a un joli potentiel. Ouais. Et faisons confiance à Apple pour avoir bien creusé le sujet quand même. Hein. C'est ce qu'on se disait. Ils ont pris le temps de bien étudier la question et de voir là où les autres se sont un peu cassés les dents. Exactement. C'est leur manière de faire habituelle. Bon, cette invitation, alors, moi, c'est les lunettes qui m'ont sauté aux yeux, mais ces petits personnages, ils sont tous devant un Mac portable. Je sais pas si vous avez remarqué. Mhm. Mhm. Pas des Mac On en vue. attend. Hein, ça pourrait être de nouveaux MacBook Pro, non? Le 16 pouces, peut-être M1 Le ou 16 M2 pouces. Ça serait tellement bien. Oui, moi j'ai envie d'y croire. Ouais. Ça voudrait dire qu'on pourrait rester dans notre idée que les iMac arrivent là dans les semaines qui viennent. On va croire au mois d'avril, puisqu'on y est. Avril-mai, oui. Hein, Oui, ça va Et pas puis- trop tarder. et puis les MacBook Pro en juin. Alors là, il ferait une transition vraiment rapide. Hein. Ouais. Ça fera Vincent, beaucoup de choses d'un coup, je pense. comment tu le sens, toi, côté Mac? Bah, côté MacBook, si je me rappelle des dernières années, souvent les annonces venaient quand même plutôt à l'automne. Sur les nouveaux MacBook. Ceux avec la Touch Bar, le 16 pouces aussi a été annoncé vers ces périodes-là. J'ai moins le souvenir d'annonces vraiment liées à du matériel Mac récemment à la WWDC. À l'exception du Mac Pro, qui parfois est à ce moment-là, mais du coup, lui, il est beaucoup moins grand public. Il est beaucoup plus orienté au contrat professionnel, donc ça a du sens pour la WW. J'aimerais bien, moi, j'ai envie d'avoir un MacBook Pro 16 pouces M1X, mais Oui. je sais pas M2, pourquoi, je le M2. verrai bien arriver plus tard. M2, nous on est M2 là, à fond. Mais vous dites pas en voyant le visuel de l'annonce de cette conf du mois de juin que le fait qu'ils aient fait figurer un Mac portable laisse peut-être présager l'arrivée d'une nouvelle machine, et celle-là en particulier? Non? Moi, je rejoins Vincent, je mise sur des MacBook Pro au mois de septembre-octobre, un an après la sortie des MacBook Pro M1. Novembre alors. Novembre, si tu veux, Ellie. Ouais, Mais novembre. bon, second semestre, quoi. Oui. Non, Bon, tu sais bien, Jean-Christophe va à pas être content. chaque fois, ouais. Bah, Il il attend. pourra venir nous le dire. Il attend son 16 pouces depuis tellement longtemps Euh, déjà.
On est quand même très souvent déçus à se dire ah, il va y avoir des annonces matérielles, il va y avoir des annonces matérielles. Ça reste quand même une conférence pour les développeurs qui est du matériel professionnel comme le Mac Pro, oui. Maintenant, on sait très bien que le Mac Pro à processeur Apple, c'est sans doute pas pour tout de suite. Ce sera sans doute le dernier à passer au processeur M1. Donc, à mon avis, en dehors de nous annoncer les Apple Glasses, à mon avis, il n'y aura pas de matos. Bon. En fait, c'est Alors- même pas annoncer les lunettes, ils vont annoncer la technologie. Plus centré sur le dev kit pour GlassOS. Ouais. Ils vont peut-être montrer un prototype de lunettes pour montrer à quoi ça pourrait ressembler, mais ils montreront pas le produit fini avant que ça soit prêt. Ouais. Mais ça confirmera les soupçons de... Après, il faut aussi garder en tête que Tim Cook, à l'époque des Apple Glass, des Google Glass, pardon, avait été assez critique en disant que lui, comme il portait des lunettes tout le temps, il me semble qu'il avait dit ça, il voyait pas ça comme un intérêt, il aimerait ne pas en porter justement tout le temps, et il trouvait que ça bizarre que des gens, dès qu'ils n'ont pas besoin de lunettes, allaient en mettre volontairement juste pour... Et donc, je me rappelle qu'à l'époque, il avait été assez critique, mais bon, Mais peut-être c'est parce que la normal, technologie n'était pas prête, et c'était pour critiquer, etc. c'est normal, c'était Ce qui est pas des concurrent. produits Apple. Voilà, c'est ça. Mais là, ils Ouais, vont révolutionner la lunette, et puis sûrement que ça va être... tout le monde aura besoin de porter des lunettes, quoi. Donc, si j'ai bien compris vos points de vue, mes amis, vous êtes quasiment tous d'accord pour penser qu'on va parler de lunettes, d'une manière ou d'une autre, à cette WWDC. Sur l'annonce de nouveaux Mac, typiquement des MacBook Pro, vous pensez que ce sera plus tard dans l'année? Honnêtement, oui, même si on aimerait. Et est-ce qu'on peut avoir une surprise, un produit qu'on n'attend pas? Autre chose auquel vous penseriez? Ah, moi, j'ai deux suggestions. Hein. Ah, je t'en La prie. première, l'Apple TV, enfin le plus gros serpent de mer de l'histoire d'Apple. Et tant qu'à rester comme ça, on fait un package et on met des AirTags dedans. Voilà. Ils peuvent aussi arriver avant, hein. Oui, on Hein? espère. On espère encore. Et ils vont sortir complètement une nouvelle gamme de produits aussi. Hein. Parce que là, la gamme M1 est sortie, c'était pour vraiment rassurer le public après les annonces. Mais ils peuvent aussi bien sortir une nouvelle gamme, non? Enfin, on pourrait... histoire de faire carrément la scission avec Intel, enfin... Non, je sais Oui et pas. non. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir un M1X là, maintenant, au printemps, avec des iMac. Et celui qui va suivre, qui sera sur le MacBook Pro, qui sera plus puissant qu'un M1X, c'est pour ça qu'on l'appelle M2, hein, il prendrait plus de temps, sauf s'ils ont des choses à dire aux développeurs au niveau de cette nouvelle génération de processeurs, par exemple le nombre de cœurs, le nombre de GPU, une fonction qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et là, dans une WWDC, c'est une occasion de dire nous sommes dans la transition, on fait un point sur la transition et on vous annonce que la génération 2 va faire ça et ça. Parce que les développeurs, pareil, ils ont besoin de savoir. Sébastien, toi qui n'es pas développeur, est-ce que la WWDC, c'est un événement qui t'intéresse quand même? Je ne suis pas développeur, mais il y a quelques années, j'étais infographiste et je programmais un petit peu en Flash, etc. Et donc oui, j'ai pas suivi le train des applications, mais à une époque, je m'intéressais un peu aux technologies web, etc. Et comment dire, oui, mais la WWDC, ça m'intéresse beaucoup parce que comment dire, c'est un peu l'avenir en fait de la plateforme, des plateformes iOS, macOS, etc. Donc si, ça m'intéresse beaucoup. Même si je comprends pas tout, Ouais, bien sûr. mais bien ça me sûr, parle moi non beaucoup. plus. Quoi. Ouais. Je te rassure, Ouais, moi bien non sûr. plus. Vincent, est-ce que tu crois que la WWDC redeviendra une fête qui permettra à nouveau aux développeurs du monde entier de se rencontrer, de se réunir comme autrefois, ou est-ce que tu penses que l'organisation de l'événement online, comme ça va être le cas à nouveau, va persister au-delà du Covid? Peut-être qu'on pourrait tabler sur un format un peu hybride. C'est-à-dire qu'avant, l'événement était vraiment pensé pour le physique, et puis ensuite, les conférences étaient mises en ligne, mais on va dire que c'était vraiment un produit dérivé de l'événement physique. Peut-être que là, maintenant, où c'est l'inverse, on pense pour le format online, on va arriver sur une sorte un peu de point d'équilibre entre les deux, parce que Apple, ils ont quand même pu voir que niveau mise en scène sur les vidéos, ça leur donne quand même des possibilités qu'ils n'ont pas quand ils font une présence d'une salle. Et ils aiment bien la mise en scène chez Apple. Donc, je pense qu'on aura quand même le physique, parce que le fait de pouvoir regrouper des gens dans un même lieu, ça donne une telle possibilité pour donner une impulsion à la sortie d'une technologie. C'est compliqué quand même ça de le reproduire en ligne.
honnêtement. Évidemment, les gens chez Apple sont les mieux placés pour le savoir, mais moi j'ai un peu ce sentiment-là. Donc je pense qu'on aura quand même des événements, mais potentiellement plus ouverts sur la communauté. Et du coup, comment est-ce qu'Apple pourra revenir en arrière sur la gratuité? Parce que se remettre à faire payer les développeurs $1 500, est-ce que ça va aller de soi finalement? C'est une très bonne question. C'est vrai que le coût, on dit le coût $1 500, mais quand on prend le coût total, en général, c'est plus x4. Donc même pour les entreprises, c'est quand même, ça reste un coût. Il y a l'aspect quand même toujours un petit peu récompense, ou se récompenser soit quand on est indépendant, ou récompenser le développeur quand on l'envoie là-bas. Donc ce côté un peu sympa, quand on peut y aller, par exemple, si on peut aller avec un client, ce que j'ai fait moi aussi une fois, c'est très intéressant en termes de relations clients. Donc je pense que ça continuera quand même à exister, mais c'est des questions qui se posent, hein. Moi j'étais très, très présent au milieu des conférences pour les développeurs, ça s'est arrêté, et on se pose la question quand ça va reprendre, sous quel format aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus sur le sujet. Bon, alors ça va de soi, mais nous, on coche déjà la case du 7 juin en rouge, avec la mention keynote en lettres capitales, hein, dans nos agendas, même si Apple ne la mentionne pas pour l'instant. Bah, c'est toujours comme ça vient plus tard. Il y a toujours une keynote le jour de l'ouverture de la WWDC, qui durera donc jusqu'au 11 juin, 5 jours donc du lundi au vendredi. C'est d'ailleurs l'une des rares fois, n'est-ce pas Ellie, où une keynote Apple n'a pas lieu un mardi. Absolument. Mais c'est déjà arrivé de démarrer par un lundi. Absolument. Donc rendez-vous du 7 au 11 juin pour cette WWDC 2021. Dans un instant, entre infos et rumeurs, ce qu'on vous invite à retenir cette semaine. À tout de suite. Pommes, le journal de la semaine, les infos qu'on vous propose d'enregistrer dans votre tête. François, on commence par un programme de réparation pour les indépendants qu'Apple étend à 200 nouveaux pays. On en a déjà parlé, puis on avait eu l'occasion de l'évoquer aussi avec notre invité qui bossait pour iFixit Europe. Apple est en train de développer un programme pour les réparateurs indépendants. En fait, à la base, il y avait que des réparateurs agréés Apple. Et en fait, là, l'idée, c'est que des réparateurs peuvent faire une demande d'être formés et de recevoir le matériel, et du vrai matériel Apple, des vrais composants Apple, ce qui évite en fait que n'importe quoi soit installé dans un iPhone, et ça évite pas mal de problèmes pour Apple. Donc Apple met le paquet là-dessus et l'étend à 200 pays. Alors je vais pas vous faire la liste de 200, enfin, sauf si vous avez 2 heures devant vous. Merci, non c'est gentil, merci. Non, mince, il y a l'Afrique du Sud, l'Afghanistan, l'Arabie, l'Australie, le Bangladesh, je vais arrêter là. Mais voilà, il y a toute une liste, donc on se rend compte que Apple, qui était quand même très... je vais pas dire moqué, c'est pas le terme, mais on critiquait beaucoup Apple par rapport à l'obsolescence programmée, la réparation compliquée, etc. Mais Apple est en train de travailler dessus et je trouve ça plutôt intéressant, même d'un point de vue empreinte écologique. C'est bien joli de mettre des belles cellules photovoltaïques sur l'Apple Park, mais voilà, faire ce qu'il faut pour que le matériel puisse continuer à fonctionner et à bien fonctionner avec des pièces de valeur, je trouve ça plutôt positif. Et puis autre info, c'est la position d'Apple très claire sur... la vaccination de ses propres salariés. Apple incite fortement ses salariés à se faire vacciner. Alors pour l'instant, Apple n'a pas de vaccin parce qu'aux États-Unis, je ne suis pas sûr que les entreprises aient accès et le droit de vacciner dans leur bureau, mais Apple incite ses salariés en leur proposant de poser des journées de congés. C'est des congés offerts en fait pour aller se faire vacciner, et pour des gens qui auraient des effets secondaires, ils ont moyen aussi d'avoir des congés payés pour ça, donc c'est quand même très positif. Les salariés d'Apple resteront en télétravail jusqu'au mois de juin, d'après ce qu'a annoncé Tim Cook, mais leur idée c'est quand même de réussir à faire revenir les salariés, parce que Tim Cook considère que des salariés qui sont dans les bureaux d'Apple sont peut-être pas plus productifs, mais il y a plus d'échanges et plus de construction, et ça rejoint ce qu'on disait avec Vincent par rapport à la WWDC, ça vaut pas le physique quoi. Le distanciel c'est sympa, et c'est un prof qui le dit, c'est sympa, mais rien ne vaut le physique avec les gens. Et puis alors, on passe au rayon rumeurs. On en a déjà un petit peu parlé de cette nouvelle télécommande qui serait sur les rails pour le nouvel Apple TV. Ellie, François. Vas-y mon cher Ellie.
Oh non, moi j'ose même plus en parler. Mais c'est vrai que de ce produit que l'Apple TV, il semblerait qu'il y ait une nouvelle télécommande. Effectivement. Qui serait apparu dans le code de tvOS 13, le code des bêtas, hein, parce qu'il y a toujours des bêtas qui sortent. Comme souvent chez Apple en ce moment, c'est quand même souvent avec les bêtas des systèmes d'exploitation qu'on voit les nouveautés qui vont arriver. Donc ce serait bien Apple de faire attention à ça, parce que ça nous spoil un peu l'histoire quand même. Mais vraisemblablement, on peut tabler s'il y a une nouvelle télécommande, qu'il y aura sans doute une nouvelle Apple TV. Ce serait étonnant de la part d'Apple de dire juste, bah regardez, on a sorti une nouvelle télécommande. Avec un peu de chance, elle sera peut-être rétro-compatible avec les anciennes versions de l'Apple TV, que ce soit la version 4K ou la version 4. Maintenant, tout dépend des fonctionnalités. Si c'est des fonctionnalités, des raccourcis vers des nouvelles fonctionnalités qui sont spécifiques à une nouvelle Apple TV, c'est pas sûr. Mais à voir, mais c'est vrai que cette télécommande, elle est quand même pas des plus intuitive, je trouve. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de détails, parce qu'en fait, dans le code, on parle d'une nouvelle télécommande, mais ils ne disent pas s'il y a plus de boutons, moins de boutons, une zone tactile, si elle est plus grande, plus petite, on ne sait pas. On est dans le flou. Ça viendra. Question Avec pour l'Apple Vincent. patient, TV, Ellie. normalement. Sois Avec patient, quoi Ellie, sois patient. Avec l'Apple TV. Oui, c'est ça. Bientôt, Ellie, bientôt. Ta patience sera récompensée. Vincent, question pour toi. Tu travailles beaucoup avec les versions bêta des OS d'Apple, j'imagine, et notamment avec iOS. Chaque année pendant l'été, oui. Ouais. Est-ce que le niveau d'exigence a changé du côté d'Apple vis-à-vis de ces bêtas, ou est-ce que tu as noté des changements au fil des années? Eh ben, ces dernières années, alors moi, le retour que j'ai vu des gens qui l'installaient et qui carrément s'en servaient sur leur téléphone comme OS principal, c'est que ça semblait quand même plus stable que les années d'avant. Dans le sens où les premières versions mises à disposition étaient déjà bien stables, alors que les précédentes années, très souvent, les première, deuxième, troisième bêta, c'était vraiment pas ouf. Ensuite, sur des grosses régressions, moins ces derniers temps. Moi, j'ai gardé des souvenirs on a fait du Swift dès le début, donc les grosses mises à jour de Swift majeures à une époque, c'était une catastrophe. Il fallait le code ne compilait plus, il fallait passer beaucoup de temps à mettre à jour. On a plus ça. Non, sur les bêtas, je serais pas trop en dire plus. Bon, et Swift, on rappelle que c'est le langage de développement des applis. Hein. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est bien ça. Non. C'est bien ça. Bon, d'accord. Bon, merci beaucoup. On va passer à notre rendez-vous domotique dans les Week La Semaine Apple, le podcast. C'est Ma Maison Connectée. C'est avec toi, François, et avec Sébastien aussi cette semaine. À tout de suite. Ma Maison Connectée, la domotique à la sauce HomeKit. François Le Truédic. Cette semaine, tu t'appuies sur Sébastien. C'est mal. Non, c'est bien, je trouve. Oui, c'est très bien, juste- je plaisante. Juste avant de lancer Sébastien, enfin lancer façon de parler, déjà trop je voulais fort. faire... Ouais, pas trop fort. Je voulais faire un gros mea culpa. Je vous ai parlé de mon fameux capteur de température Kingping la semaine dernière, Absolument. qui était particulièrement peu fonctionnel et très laborieux. Et je pense Capricieux. que j'ai dû le vexer. Et du coup, depuis mercredi dernier, il marche. Il ne s'est pas déconnecté, il me donne la température, le taux d'humidité. Alors j'ai pas tout à fait la même température, j'ai laissé un autre capteur Aquara juste à côté, j'ai un petit écart de température, mais ça doit être de 0,5 degrés, donc c'est pas énorme. Sachant qu'en gros, de toute façon, il me donne une température qui va de 0,5 en 0,5. Mais voilà, depuis une semaine, il marche. Donc Kingping, ça a l'air de marcher à peu près. Bon, je t'as dirais à changé peu les près. piles? T'as changé les piles? Et non, j'ai finalement pas changé les piles justement, mais il n'empêche que le niveau d'usure des piles est déjà aux 2/3, alors que c'est pas très logique. Oui. Ellie, je crois que tu voulais rajouter quelque chose? Bah, ça prouve ce qu'on a dit parfois, c'est que les produits chinois communiquent avec leur patrie et qu'ils sont capables de faire des mises à jour sans que tu le saches. Bon, alors C'est notre peut-être sujet ça. du jour. Notre sujet du jour, hein, François. Alors, notre sujet du jour, donc comme on l'a dit en préambule et puis dans l'introduction de l'émission, donc on va parler de la gamme Ikea Tradfi, et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais l'avoir testé, c'est Sébastien. Je vous avais évoqué le fait de la tester, je voulais juste repréciser 2 ou 3 petites choses, donc c'est une gamme qui a quand même quelques années déjà,
qui à la base n'était pas compatible HomeKit et qui l'est de plus en plus. Alors tous les produits ne sont pas compatibles HomeKit, donc il faut faire bien attention à ça, je pense que Sébastien va y revenir tout à l'heure. Maintenant l'intérêt c'est que la gamme est hyper étendue, vous avez des ampoules évidemment, vous avez des petites barres aussi d'éclairage. L'intérêt, c'est que si vous aviez déjà certaines références de barres d'éclairage, je pense en particulier dans des cuisines, etc., vous pouvez rajouter un petit module qui permet en fait de rendre ces barres d'éclairage qui n'étaient pas compatibles de base réseau HomeKit, vous pouvez les rendre compatibles. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Vous avez des détecteurs de présence, vous avez des barres d'éclairage, comme je le disais, vous avez même des rideaux. Ils ont des rideaux connectés qui vous permettent, c'est des rideaux transparents, opaques, que vous pouvez remonter, redescendre, etc. Ces produits-là sont compatibles HomeKit, il y a des boutons, et régulièrement ils rajoutent des produits. Donc c'est vraiment une gamme qui est très très étendue. Et surtout l'intérêt de la gamme Ikea, évidemment, c'est son prix, parce que généralement les produits sont quand même hyper abordables. Donc maintenant Sébastien, je vais te passer la main. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de t'équiper en domotique ? Alors, il y a quelques années déjà, je suivais sur les sites d'information, etc. Je voyais les Philips Hue, etc. qui avaient l'air intéressantes. Mais je me disais, waouh, ça coûte cher pour s'éclairer juste en disant allume la lumière, etc. Donc ça m'intriguait, mais je pensais pas m'en équiper en fait, parce que bon bah voilà. Et quand Ikea a sorti sa gamme Trade Free, justement, je me suis dit, oula, mais ça coûte pas très cher ça. Donc je vais tester. Donc j'ai commencé vraiment petit. J'ai acheté d'abord un interrupteur et une ampoule pour mettre dans mon salon. Non, enfin 2 ampoules, parce que j'avais 2 ampoules dans mon salon en fait. J'ai vu que ça fonctionnait, mais c'était pas encore connecté. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté le pont, la passerelle, plus une ampoule encore, etc. Enfin j'ai acheté encore, j'ai augmenté le matériel, et là j'ai tout connecté, et en voulant connecter le matériel, je me suis rendu compte qu'il y avait une application Ikea qui permettait justement de contrôler avec son smartphone, ouais. Et de piloter avec son smartphone. Et ça m'a séduit. En fait, je me suis dit, ouais, c'est chouette ce truc-là. Mais je connaissais pas encore bien HomeKit. HomeKit, j'avais entendu parler, j'avais même désinstallé sur mon smartphone parce que ça me servait à rien. Et donc, je pensais pas du tout à HomeKit, quoi. Et quelques mois plus tard, j'ai vu, je crois que c'était sur Mac Génération, le site MacG, où ils avaient annoncé l'annonce de la disponibilité de HomeKit sur les produits Ikea. Et donc ça m'a mis la puce à l'oreille, donc je me suis intéressé, etc. Je me suis acheté encore d'autres ampoules, et j'ai vu que on pouvait contrôler maintenant ces éclairages avec son smartphone, avec l'Apple Watch, etc. Donc j'ai été super séduit en fait. J'ai trouvé ça génial. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans l'éclairage connecté, c'est de pouvoir faire des routines en fait, enfin programmer. Par exemple, tu pars un week-end, tu programmes de telle heure à telle heure, il faut laisser la lumière allumée pour simuler une présence, ou parce que j'étais en maison à l'époque, là je suis en appartement, mais avant j'étais en maison, donc des fois on part 3-4 jours, on n'a pas envie de se faire visiter la maison. Et pareil aussi, le fait de pouvoir contrôler contrôler ses lumières à distance, ça m'a vraiment plu. Donc toi, c'est vraiment l'aspect éclairage qui t'a intéressé dès le départ, en fait. L'éclairage m'a intéressé, oui. Enfin, je trouvais ça super fun. La fonction qui m'a vraiment intéressé, c'était surtout de pouvoir régler l'intensité des lumières, parce que il y a plusieurs gammes chez Ikea. Alors, il y a une ampoule à 10 €, il me semble, qui fait juste blanc. C'est juste du blanc. Donc, tu fais du blanc, mais tu peux régler l'intensité de 10 à 100%. Donc ça, c'est génial pour créer des ambiances dans son salon ou dans un couloir, etc. Et il y a une autre ampoule qui coûte dans les 19 €, il me semble. Et celle-là, elle permet en plus de gérer la chaleur. D'ailleurs, on peut faire froid, température chaude, froide, couleur, ouais. ou neutre, ouais, température couleur. Ça aussi, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, je m'étais arrêté à ça. Et j'ai vu que plus tard, récemment, je crois que c'était il y a un an ou 2, je sais plus, ils ont sorti des prises connectées aussi. Des prises à 7 €. Alors que je voyais Philips, etc., ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte, je sais pas, peut-être François, tu pourrais me dire combien ça coûte une prise connectée chez les concurrents. C'est une 30aine d'euros généralement chez Philips. Ouais, une 30aine d'euros, voilà. Donc, oui, c'est 4 fois plus cher quand même. Comme j'avais baigné dans l'univers HomeKit, les éclairages, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire avec une prise connectée ? Donc j'ai cherché, je me suis dit, une prise connectée, je regardais sur les forums, on peut allumer le café, etc. le matin. Pas de chance pour moi, je bois pas de café. Donc je me suis dit, je vais bien trouver un usage. Et puis, c'est les usages de la vie en fait qui m'ont fait en acheter une, parce que en fait je me suis aperçu que mes enfants chaque soir ils s'endormaient avec leur petite lampe de chevet, chacun dans leur chambre. Ils s'endormaient avec leur lampe de chevet qui
allumé en fait. Donc moi j'allais à Pas de Loup discrètement vers 23h à chaque fois éteindre. Et des fois le matin je me relevais, paf, il y avait la lumière qui était allumée. Je me dis mince, ça a dû être allumé toute la nuit. Alors que je me suis dit mais si j'avais une ampoule connectée, je pourrais programmer des routines qui feraient, enfin une prise connectée, je pourrais programmer une routine qui fait en sorte qu'elle s'éteigne toutes les heures. Donc peu importe à quelle heure ils allument, je sais que ça serait maximum 1 heure en fait. Et donc j'en ai mis une dans leur chambre, dans chacune des chambres, en programmant à 22h30, 23h30, minuit 30, etc. jusqu'à 6h30. Et du coup, le soir, ils peuvent s'endormir à la lumière allumée, je m'en fiche. Je sais que s'ils vont faire pipi, etc., ils pourront... la lumière va s'éteindre et puis ils vont pas dormir avec la lumière allumée toute la nuit. Et j'avais aussi installé, justement en parlant de pipi la nuit, j'avais aussi installé un capteur de mouvement Ikea dans le couloir. Mais malheureusement, ça a pas très bien fonctionné, donc je l'ai désinstallé. Et, vous voyez, c'est tout petit, hein, il est ici en fait. Ouais. C'est le capteur de mouvement. Oui. Le capteur de mouvement Ikea, ouais. Celui qui Donc marche. celui-là, je l'utilise plus. Et sinon, j'ai aussi c'est les interrupteurs, donc ils sont assez petits. Alors, le problème, c'est que je sais pas comment fonctionnent les autres systèmes U, etc., mais il faut acheter systématiquement une ampoule et un interrupteur pour les relier ensemble. Si je dis pas de bêtises, en fait, chez Ikea, il te faut un interrupteur, mais que tu aies 1, 2, 3, 4, 5 ampoules, il faut juste un interrupteur pour plusieurs ampoules, si je dis pas de bêtises. Oui, on peut faire ça. Donc, j'ai couplé des ampoules à des interrupteurs, un seul interrupteur pour plusieurs ampoules. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai aussi désactivé j'ai que 2 interrupteurs en fait pour 5 ou 6 ampoules que j'ai. Et à chaque fois, j'ai désappairé pour réappairer sur une autre ampoule, etc. Et Pas hyper intuitif, quoi. moi, c'est pas hyper intuitif. Et puis des fois, régulièrement, pardon, j'ai aussi des pertes de synchro. Je sais pas, 2 fois l'interrupteur de la prise connectée de ma fille a perdu la synchro, donc j'ai dû refaire toute la manip pour voilà. Mais dans l'ensemble, ça fait 3 ans que j'utilise ça, 3-4 ans, et ça marche super bien. Franchement, je suis assez content. Ouais. Et donc, pour toi, les points positifs, les points négatifs. Point positif, le prix. Les points déjà, positifs, c'est le prix, c'est le prix. Après, au début, c'est vrai que c'est un peu pénible à configurer. Parce que il faut synchroniser la box, il faut, d'abord appairer son interrupteur, ensuite appairer l'ampoule à l'interrupteur, etc., à la lampe. Et après, il faut passer par... ça marche pas tout le temps, mais il faut d'abord passer par l'application Ikea, et après, HomeKit détecte. Mais parfois, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est déjà arrivé plusieurs fois que je perde la synchro sur HomeKit alors que ça marchait sur Ikea. Donc c'est un peu instable. Mais depuis quelques temps, en fait, avant j'utilisais comme concentrateur HomeKit, j'utilisais l'Apple TV 4, celui de 2015 en fait, qui fonctionne toujours très bien, qui est dans ma chambre maintenant. Et depuis que je suis passé sur le HomePod Mini, Et oui. je trouve qu'il y a plus de latence. Je pense que c'est dû à cause de la technologie Fred, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça. Ouais, la technologie Fred. Là, j'ai plus aucune latence. Alors qu'avant, je disais, dis Siri, allume la lumière. J'attendais 1 ou 2 secondes. Non, il vient de se lancer. Ouais. J'attendais 1 ou 2 secondes et ça fonctionnait. Ou pas, des fois. Et là, maintenant, avec l'HomePod Mini, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et c'est vrai qu'il y a régulièrement des mises à jour. Et donc, je suis assez conquis par cette solution qui est vraiment pas chère. Franchement, j'ai dû avoir pour aller 5 ampoules. Je sais plus ce que j'ai noté là. J'ai 5 ampoules, 2 prises connectées, une passerelle, 2 interrupteurs et un capteur de mouvement. J'en ai même pas pour 150 € quoi. Et je compte plus tard reconnecter des lampes de chevet aussi que j'ai chez moi en fait pour pouvoir les contrôler à distance. Voilà. Qu'est-ce qui manque selon toi dans cette gamme ou la manière de l'utiliser pour que ce soit beaucoup plus simple et pour que ça t'encourage? Qu'est-ce qui t'encouragerait davantage en fait qui n'existe pas aujourd'hui dans l'approche? Alors moi ce que j'aimerais c'est pouvoir déjà connecter des volets roulants HomeKit et de la gamme Ikea parce que j'ai des volets manuels et c'est assez pénible. Je sais que je pourrais en acheter mais ça coûte voilà, je me dis que s'il y avait une solution Ikea qui sortirait, ça serait intégré, ça serait beaucoup plus simple. Parce que le store dont parlait François, ouais, c'est juste un rideau en fait. Donc Ouais, c'est pour un l'instant, rideau, c'est pas encore Alors ce qui pourrait simplifier, je sais pas, c'est peut-être l'appairage en fait qui pourrait être beaucoup plus simple, mais est-ce que c'est pas déjà ce qu'ils peuvent proposer de mieux quoi. Ben, si Ikea participe au consortium Fred, leurs crois produits que c'est seront le cas. de plus en plus faciles. Ouais, c'est peut-être Bah, ça que ça s'est c'est à amélioré. souhaiter, oui. Je crois que c'est le cas. Ouais.
Mais je pense que les grosses lacunes, moi que j'avais pu lire sur Ikea et qui m'avait fait un peu reculer, c'était surtout Guillaume Jette qui faisait iWeek à l'époque de la télé avec nous, qui l'avait dit, c'est que c'était un calvaire à paramétrer, l'application était codée avec les pieds. Bref, et visiblement, ça a l'air d'être plus performant. Et juste, je te redonne la main juste après. Petit rappel, donc, comme pas mal de produits HomeKit, il faut un pont de connexion qui est branché à votre box. Et donc, du coup, ça fait un truc en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du Zigbee. Donc, on peut utiliser un Philips Hue, par exemple. J'ai vu des tests qui disaient qu'on peut utiliser n'importe quel pont Zigbee sur Ikea. Et effectivement, il y a eu un gros progrès au niveau de la configuration, de la stabilité et de la réactivité du produit depuis que... moi, j'utilise depuis 2017. Je crois que c'est sorti en 2017. J'ai quasiment acheté quand c'est sorti, parce que ça m'intéressait de tester l'éclairage connecté. Et je trouve que actuellement, c'est assez fiable, c'est assez stable. Ça m'arrive fréquemment de contrôler au travail et de pouvoir dire, mince, la petite a pas oublié d'éteindre sa lampe de chevet, je l'éteins au boulot, puis je sais que ça fonctionne, quoi. Donc, la lampe sera éteinte. Quand j'entre à la maison, j'ai programmé tous les jours, dès que je rentre, j'ai 2 lampes qui s'allument. Donc, je sais que, tous les routines HomeKit fonctionnent. Donc, c'est assez fiable. Élie, tu avais l'air d'être en désaccord avec un mot sur le pont. Ah oui, non, c'est parce qu'effectivement, de plus en plus, le but, c'est d'enlever les ponts. C'est un des buts de ce consortium Thread, c'est que s'ils font un pont Aqara, s'ils font un pont Ikea, s'ils font un pont... Bon, après, on s'en sort plus, on a 15 ponts dans la maison. Hein. Oui, tout à fait. Et puis 15 prises de courant occupées aussi, quoi. Oui. Et ça prend des ports Ethernet aussi sur ta box. Pour la domotique, on parle vraiment beaucoup du HomePod mini. Hein. Ah, c'est génial. Ils sont forts, Apple. Ouais. Vincent, est-ce que tu es dans la domotique et est-ce que tu as craqué pour le HomePod mini pour d'autres raisons? Moi j'ai déjà 2 HomePod, donc prendre un HomePod mini ça aurait pas été ni très raisonnable ni très utile. Mais par contre Philips Hue, oui, je suis bien équipé. Là si je change, est-ce que ça va marcher en direct? En direct, est-ce qu'on voit à l'image? J'étais en mode avion, j'avais essayé d'arrossage. Là, du coup, bien. le temps que ça se reconnecte. Mais ouais, j'en ai pas mal pour faire des petites ambiances de couleurs, pour faire des arrière-plans un peu sympas. Ouais, bien sûr. Pour ta chaîne YouTube. Et oui. Et pour nous. Ou même juste pour les vidéos, en fait. Voilà, là on est sur là. du jaune, là on passe sur l'ambiance un peu plus bleue. Suivant chaîne YouTube, ou même, c'est tout con, on passe notre journée à faire des appels Zoom, ça fait un petit truc sympa. Voilà. Bah oui, carrément. Très pratique. Là, c'est quoi? C'était un violet que tu avais mis derrière, un mauve, non? C'était une sorte de bleu, ça va entre les deux. C'est ça, assez joli. Et Sébastien. pas mal. Ouais. Ikea propose aussi des lampes colorées aussi. Hein. J'en ai une dans le salon pour créer l'ambiance. Après, c'est pas aussi précis que les Philips Hue. Effectivement, il n'y a pas des ambiances aussi poussées. Mais bon, l'ampoule, elle coûte 19,99 quoi. Bah oui. Voilà, donc, ouais. Ça fait un dance floor pas cher. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'après, quand tu tombes dedans, comme François et moi, après, on dépense des sommes pas raisonnables. Hein. Moi, dans le salon, j'en ai 7 ou 9, je ne me rappelle même plus, 7 ou 9, avec en plus la synchro pour pouvoir avoir la lumière en temps réel par rapport au film, le petit boîtier qui coûte 250 € à lui tout seul, mais j'adore. C'est sûr. C'est indispensable pour mes soirées. Bah oui. Bah complètement. Bon, et ton prochain achat, Sébastien, ce sera quoi? En maison connectée? Ouais. Ah bah j'ai reçu ça aujourd'hui par la poste. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah, très bon choix. Je l'ai pas encore installé. Le thermostat connecté de Netatmo. Alors je suis passé par une promo NJ. J'ai pas d'action chez NJ ni chez Ikea, hein, je précise. Je suis passé par NJ en fait, où ils faisaient une promotion, le thermostat connecté Netatmo à 89 € au lieu de 179 €. Donc j'ai sauté dessus, quoi. Je me suis dit bon, c'est l'occasion. Oui, moitié prix. Pas mal. Ouais, et c'est compatible HomeKit. Hein, il est super bien, moi je l'ai à la maison. J'avais eu l'occasion de faire une chronique dessus d'ailleurs, et c'est tellement agréable quand tu pars le week-end, tu te dis bon allez, je pars, relance-toi à telle heure. Ah bah non, finalement on rentre plus tard. Bon bah du coup je décale ma chauffe de 2 heures. C'est topissime. Ouais, ça a l'air super. Donc, bon, bonne installation de ton thermostat connecté, Sébastien. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Tu restes Merci pour évidemment l'invitation.
Tu Bien restes sûr. notre invité dans les Week La Semaine Apple, le podcast. Tu réagis quand tu veux. On marque une très courte pause. On met nos serviettes autour du cou et on passe à table avec Ellie. À tout de suite. Le dîner d'Ellie, entrée, plat, dessert, et c'est nous qui régalons. Enfin, c'est toi plutôt, Ellie. Oui. Alors, je vous ai fait- qu'est-ce qu'on mange en entrée aujourd'hui? Ah ben je vous ai fait ça très vite hein, parce que c'était pas prévu, c'est de la dernière minute, donc c'est des petites infos sympas. C'est chaud du coup. Du coup c'est On tout chaud. mange chaud, ouais, c'est bien. Et dans des domaines très très différents, vous allez voir, c'est assez rigolo. En entrée, il y a une petite info qui va peut-être faire beaucoup de polémique, parce que l'IATA, vous savez, c'est l'Association internationale des transports aériens, a annoncé officiellement qu'il lançait une application qui est une sorte de passeport Covid le 15 avril sur les différentes plateformes, mais l'App Store évidemment la première, et que du coup pour pouvoir prendre l'avion il va falloir prouver que vous avez été vacciné ou que vous avez un test négatif dans cette appli. Et comme pour l'instant aucun gouvernement n'ose franchir le pas par rapport à ce passeport vaccinal, etc., à mon avis, ça va faire grincer quelques dents. Parce que, admettons que l'Europe décide que non, il ne faut pas un passeport vaccinal pour le moment, et les compagnies aériennes disent oui, mais nous, on ne vous transporte pas, ça va être compliqué. C'est un bordel sans nom, cette histoire de Voilà, passeport mais vaccinal. ils ont pris l'initiative, ils en avaient marre d'attendre, ils ont dit bah nous, on le sort. Bon, Alors, ça je sera rapp- peut-être pas compatible avec le passeport vaccinal français. Hein. Voilà. Rappelez-vous, comme l'application Apple anti-Covid et l'application française. Hein. Donc, on ne sait pas. Bon, je rappelle qu'on a toujours eu un carnet de vaccination et ça n'avait jamais choqué personne. Mais bon. C'est vrai. Voilà. Bon. Voilà, ça c'était l'entrée. Voilà, oui. À suivre, évidemment. Ah oui. On Un passe petit plat. au plat de résistance. Alors là, il y a du lourd dans l'assiette. Hein. Ouais, justement, le plat de résistance, ça c'est une grosse polémique, c'est effectivement du lourd entre un utilisateur et Apple. Donc, il y a une app qui a été approuvée et qui aurait dû permettre de contrôler ses bitcoins. Donc, et il se trouve que c'était une app pirate. Et donc, un utilisateur, pas méfiant, parce que l'icône de l'application ressemblait à c'est une chaîne de confiance Bitcoin et un serveur qui est associé. Donc, il a mis dedans ses économies en Bitcoin, donc une somme quand même conséquente, puisqu'on parle de 600 000 $ quand même. Hein. Oui, c'est ça. L'équivalent de 17 Bitcoins, ce qui prouve que 17 Bitcoins, 600 000 $, je vous ai dit à quel point, de nombreuses fois, je ne crois pas du tout au Bitcoin. Et Alors, que 17 justement... bitcoins au cours d'il y a un mois et demi, parce qu'aujourd'hui, c'est 10 bitcoins, hein, 600 000. Ah, bah... Mais le problème, c'est qu'il y a déjà eu des incidents dans le passé. Cette 12 fois-ci, même. ça touche Apple. Mais il y a eu des fois des chaînes de Bitcoin qui ont disparu du jour au lendemain et tous ceux qui étaient dedans ont tout perdu. Hein. Il n'y a aucun contrôle. Aucune personne n'est responsable. Aucun gouvernement n'est responsable. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, ce client mécontent dit que c'est la faute d'Apple et qu'ils auraient dû mieux faire leur boulot de contrôler les apps. Et donc, il voudrait qu'Apple le dédommage. Et Apple, je ne pense pas que pour l'instant, il soit très enclin à le faire. Parce qu'il pense que l'utilisateur aurait dû quand même vérifier avant de mettre toutes ses économies comment fonctionnait l'application, qu'est-ce qui se passait, etc. Il semblerait que l'appli, en fait, au départ, ne faisait pas de contrôle de Bitcoin, mais qu'elle s'est auto-modifiée. Donc, bon. Et du coup, là, on parle d'un utilisateur, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. On ne sait pas qui a téléchargé cette application et s'ils ont mis leur Bitcoin dedans. Donc, c'est quand même spécial parce que c'est la première fois qu'on parle d'une telle somme sur une appli non contrôlée par Apple. Des fois, il y a eu des petits trucs, mais là, on parle quand même de grosses sommes. Vincent, ça t'évoque quoi cette histoire? Parce que c'est vrai qu'Apple est quand même hyper attentif à ce qui se passe sur le store, en amont. Alors, on a déjà eu des exemples de sociétés qui ont voulu gruger, et même des grosses. On se rappelle par exemple Uber qui avait mis en place un système de géofencing
pour quand l'application était lancée depuis des locaux qui étaient ceux d'Apple à Cupertino, elle se comportait différemment du cas normal. Mais non. Donc ce genre de choses, ça existe. Pour et c'est parfois tromper même assez... les testeurs d'Apple. Ouais. Tromper les testeurs Apple, je crois qu'on peut trouver l'histoire sur le net que Tim Cook avait convoqué le patron de Bird de l'époque pour lui dire est-ce qu'on enlève l'application de l'App Store ou pas, qu'est-ce qu'on fait, mais en tout cas, pas content du tout. Donc on peut imaginer des gens mal intentionnés qui font un mécanisme un peu sophistiqué pour venir récupérer et exécuter du code après coup. C'est toujours la question de à quel point l'attaque vaut l'investissement pour la réaliser. Bon, Ellie, je comptais sur le dessert pour Allez. adoucir le repas, mais non, je crois que ça va être un dessert un peu amer. Non, pas tellement, parce que finalement... La chantilly a tourné un peu sur le dessert. Hein. Non, c'est un dessert à 1 euro. Donc 1 euro, c'est même pas le prix d'un café. Sauf que là, on parle d'1 euro de plus. Donc, et en fait, je vous explique. Spotify, vous savez, on parle souvent, enfin moi en tout cas, j'en parle régulièrement dans l'émission. Et ils ont profité de l'augmentation de prix qui intervient ce mois-ci, puisque l'abonnement familial passe à 15,99 € au lieu de 14,99 €. Donc c'est un petit euro de plus, mais c'est tous les mois. Et donc ils ont profité pour annoncer des petites choses. La première, c'est que leur appli n'est toujours pas en cours de développement pour être compatible M1, donc ça va pas bien. C'est une des rares, hein. Mais ils ont quand même rajouté une petite fonction sympa. Alors ça vaut peut-être pas 1 euro, mais bon, elle est sympa. Parce qu'en fait, elle mixe, il y a des nouvelles playlists qui mixent les dernières sorties, vos goûts actuels, avec de l'ancien. Et donc, il y a des playlists qui sont organisées par chanteur, des playlists qui sont organisées par type de musique et des playlists qui sont organisées par année, enfin, ou par époque. Et ça vous fait un mix entre des choses qu'ils savent que vous aimez, mais qui peuvent être très modernes, très anciennes, ou liées à un chanteur, ou liées à un style de musique. Et ça enrichit pas mal les playlists Spotify qui sont déjà assez sophistiquées. Moi, je les aime bien. Donc, j'ai pas encore testé parce que c'est une news qui est sortie cet après-midi, donc j'ai pas encore eu le temps. Mais j'ai trouvé l'idée sympa. Bon, bah écoute, Voilà. merci Ellie. On peut avoir un petit café avant de passer Allez. au test. Un café, Allez. l'addition, tout va bien. Allez, un petit café gourmand, l'addition, et on se retrouve dans 3 secondes avec François pour le test de la semaine. Bon, pendant qu'Ellie finit ses gavottes, on se retourne vers toi, François, pour le test de la semaine dans A-Week, la semaine Apple, le podcast. Logitech parle d'une souris à la molette révolutionnaire. Bah, dis-nous tout de cette MX Master 3 que tu as essayé. J'avais déjà eu l'occasion de vous parler du clavier Logitech que j'utilise au quotidien, qui est le clavier Logitech Craft, qui a une petite molette en haut à gauche qui est cliquable et qui vous permet en fait d'activer différentes fonctionnalités. J'ai acheté ce clavier et puis après je me suis dit oh il est gris, ce serait bien d'avoir une souris avec. Et donc en fait j'ai décidé d'acheter la souris Logitech, et pour une autre raison aussi, c'est que je trouve que la Magic Mouse, la souris d'Apple, quand on fait des longues sessions d'utilisation, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi j'ai tendance à souvent avoir mal au poignet, parce que je la trouve trop plate, elle manque de... Ellie est pas d'accord, Ellie fait non de la tête pour ceux qui nous moi, écoutent en podcast. Je dis pas ça. C'est mal de blasphémer sur Apple. Non, c'est non, bien, comme ça. faut le dire. Ouais, faut le dire. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion d'acheter d'abord la MX Master classique, et puis quand la MX Master 3 est sortie, je me suis dit, elle est quand même plutôt sympa, j'ai attendu un peu, et puis j'ai fini par l'acheter. Déjà, elle va très bien avec le clavier, donc déjà, c'est une belle raison. Et puis, c'est vraiment dans la lignée de la MX Master 1, la version 2 aussi. C'est un produit qui se vend vraiment, à mon avis, ils en vendent des centaines de milliers par palette. Comment elle est physiquement, cette souris, François ? Bon, alors on va le dire clairement, comparé à une Magic Mouse, elle est moche. Hein. Elle fait un peu pataude quand même. Faut dire ce qui est. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle suit un peu la forme de la main, c'est-à-dire que quand on l'a vraiment bien en main, tout tombe sous les doigts. L'autre intérêt, c'est qu'elle est hyper personnalisable. Il y a un vrai repose-pouce. Et l'avantage, c'est que sur le repose-pouce, il y a une fonctionnalité. En fait, il y a 7 boutons qui sont paramétrables. Oui, c'est une vraie usine à gaz, Ellie. Donc on a un clic gauche, un clic droit, on a un bouton qui permet d'aller vers l'avant, vers l'arrière. Donc quand vous êtes sur Internet, si vous voulez revenir en avant ou en arrière, vous avez juste un bouton. Il y a 2 boutons sous le pouce. Vous avez une molette
la fameuse superbe roue crantée sur le haut. L'intérêt, c'est que la molette, en fait, vous pouvez lui faire un défilement lisse ou un défilement cranté. Donc quand vous naviguez dans les pages, c'est hyper intéressant. Donc j'ai dit, vous avez une molette sous le pouce et en fait ça permet de faire aussi de la gesture, c'est-à-dire que vous pouvez aller vers la gauche, vers la droite. Enfin, il y a plein de personnalisation, sans doute trop. Et en fait, vous pouvez utiliser le logiciel Logitech Option qui est comme enfin, c'est la même version que le logiciel pour le Logitech Craft. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une vision de la souris et vous dites, sur telle application, je veux que ça fonctionne comme ça. Sur celle-ci, je veux que ça fonctionne comme ça. Imaginons que vous soyez sur un logiciel de montage, par exemple Adobe Premiere Pro, vous pouvez vous dire que la molette qui est à gauche, elle sert à naviguer dans la timeline. Mais si vous êtes sur Photoshop, elle me permet de zoomer sur ma photo. Donc c'est hyper personnalisable. Maintenant, voilà, il faut passer un peu de temps pour tout personnaliser. Eh oui. Alors, au niveau batterie et connectique, François, qu'est-ce que ça donne par rapport à la Magic Mouse d'Apple ? Alors déjà, comme on l'a dit, il y a une différence de design, mais il y a aussi une différence de poids. Elle fait quand même 141 grammes. Moi, je trouve ça plutôt positif, parce qu'au moins, on la tient bien en main. La batterie est assez importante, elle fait quand même 500 mAh. Alors, dit comme ça dit pas grand-chose, mais l'intérêt, c'est que si vous la mettez à recharger, vous n'avez plus de batterie, vous la mettez à recharger 1 minute, et vous gagnez 3 heures d'utilisation. Donc la batterie se recharge... 1 minute ? Ah oui. En 1 minute. Donc il y a de la batterie rechargement ultra rapide. Honnêtement, moi je la recharge quasiment pas. Déjà, alors je vais essayer de le montrer, mais avec mon fond, je suis pas sûr que ça marche. Elle a un intérêt, c'est que le bouton de recharge, contrairement à la Magic Mouse, il est sur le devant de la souris et non pas en dessous. Donc déjà, c'est pratique. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la souris quand elle est à charger, ce qui est quand même plutôt avantageux. C'est bête, mais on en connaît d'autres qui ont pas cette qualité-là. Ouais, on taira les noms. N'est-ce pas, Et Ellie ? donc, n'est-ce pas, Ellie ? Et donc, l'autre intérêt, c'est que elle utilise de l'USB-C. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que du coup, voilà, vous pouvez la recharger à la limite presque avec votre chargeur de Mac si vous avez envie. Vous avez que ça sous la main et vous pouvez le faire, ça marche. Elle a une résolution de capteur, alors ça va pas dire grand-chose à grand monde, mais je le dis parce que ça fait partie de la fiche technique. 4400 ppp, donc elle est compatible avec toutes les surfaces, y compris le verre, et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et puis la portée Bluetooth, c'est pas mal, je crois. Ouais, 10 mètres. Ouais. Y a quelques petits dysfonctionnements, mais comme souvent avec les périphériques USB 3, je sais pas si ça vous fait ça. Des fois, moi, quand j'ai des périphériques USB 3 de brancher, le Bluetooth a tendance à foirer un peu. Ça arrive. Mais elle est plutôt fiable. Bon, ça fait 6 mois que tu l'as, mine de rien, cette MX Master 3, François. C'est quoi ton bilan ? Point positif, point négatif ? Alors les points positifs, comme je l'ai dit, quand on utilise sur des longues sessions, elle est très confortable et j'ai peu de douleur au niveau du poignet. Hyper personnalisable, avec tous ses boutons, ses molettes, etc. On peut vraiment complètement la personnaliser. Elle est fiable, j'ai pas eu de soucis avec. Logitech, c'est quand même une marque qui est hyper connue, pas que des gamers. Ils ont quand même une gamme de bureaux qui est hyper intéressante. Et puis surtout, elle est USB-C, USB 3. Oui. Ça, je trouve ça positif, même par rapport à l'avenir. Au moins, je sais que dans les années qui viennent, ça continuera toujours à fonctionner. Et à un moment, on pourra avoir que de l'USB-C et plus d'USB 2. En point négatif, je dirais qu'elle est presque trop personnalisable. Il faut passer du temps et se dire quelle fonctionnalité, qu'est-ce qui serait le mieux, et donc régulièrement retourner dans le logiciel Logitech Option. Et puis le logiciel n'est pas toujours des plus intuitifs, je trouve. Bon, c'est un test. Alors, qui dit test dit note sur 5, François. Le verdict. Moi, je vais lui mettre un 5 sur 5, parce que je considère qu'elle est vraiment top. C'est un bon partenaire du clavier Logitech Craft. Alors, le Logitech Craft, on a du mal à le trouver maintenant, mais il y a le MX Keys qui est top. Si vous les trouvez en promo, pour 200 €, vous équipez d'un clavier, d'une souris. Meilleure qualité pour moi que les produits qui sont proposés par Apple. C'est certes un peu moins design sur le bureau, mais le design c'est bien, mais le confort c'est mieux. Merci François pour ce test de la semaine. Ellie, tu voulais réagir ? Non, j'avais juste une question Pourquoi 10 mètres ? Je veux dire, comment arrives-tu à utiliser une souris à 10 mètres de ton écran avec un télescope ? Parce que si j'essaye d'imaginer comment tu peux l'utiliser à 10 mètres. À la maison, j'ai un écran de 100 mètres, donc tu comprends, il faut que je puisse m'éloigner de... Non, c'est très con, c'est la fiche technique, effectivement, ça apporte pas grand-chose à la chronique, j'aurais pu m'en passer, si tu veux, Ellie. Bon, petit sondage express auprès de Sébastien et Vincent. Vous utilisez une souris ? Et si oui, laquelle ? Alors moi, depuis que je suis sur Mac, j'utilise plus de souris.
J'utilise que le Magic Trackpad sur mon Mac Mini et sur le MacBook aussi. Donc du coup, j'ai commencé sur le 1, maintenant je suis passé sur le 2, mais non, j'arrive. Je trouve que macOS à la souris, j'y arrive pas. Sur PC, j'utilise une souris, oui, quand au boulot, etc. Mais sur Mac, j'arrive pas à utiliser de souris. Donc je m'intéresse pas trop à l'actualité souris pour mon Mac. Vincent? Et de mon côté, on est sur un trackpad intégré au MacBook. Alors j'ai une souris, j'ai une Razer, mais elle est pour le PC gaming, pas pour le Mac. D'accord. Quand t'as fini de bosser. Voilà. Oui, si, en fait, j'utilise quand même une souris quand j'utilise un peu Blender ou un autre logiciel pour dessiner qui s'appelle Magic Voxel, qui est inutilisable au trackpad. Mais sinon, on va dire à 99% du temps, c'est trackpad, quoi. Voilà. Nos coups de cœur de la semaine, et cette semaine, les bonnets d'âne sont pour nous, les amis, parce que ce sont nos invités qui ont chacun un coup de cœur. On va commencer par Vincent. Qu'est-ce qui t'a fait craquer récemment ? Alors de mon côté, c'est un logiciel Mac, une espèce rare, mais il en existe encore, qui s'appelle Ecamm Live. Donc je vous ai dit que je fais des vidéos sur YouTube, mais je me suis aussi mis à faire du live, presque pour occuper les soirées où on est un peu coincé chez soi. Et donc ce logiciel Ecamm Live, c'est l'équivalent de l'échelle de stream qu'on peut entendre parler, par exemple OBS, mais avec l'ergonomie d'une application AppKit native. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez top, j'ai trouvé. Enfin, j'avais été un peu rebuté moi par OBS sur Mac en tout cas, quelque chose de beaucoup plus ergonomique et avec une fonctionnalité que je trouve vraiment géniale, c'est que on peut venir inclure des guests et au guest, on a juste à lui envoyer un lien qui charge dans son navigateur. Alors ça marche que sur Chrome parce que ça utilise des plugins de Chrome, mais le guest peut venir rejoindre un live en cliquant un lien, donc un peu comme on le ferait avec un call Zoom ou un call Skype. Par exemple, super ergonomique, très peu de tests à faire pour que ça fonctionne, et j'ai pu faire des lives, des interviews en live qui ont marché nickel, avec une qualité vraiment très bonne. Donc mon coup de cœur pour les gens qui veulent faire du live sur Mac, Ecamm Live, bon logiciel. Tu diffusais sur YouTube en direct ? Je diffusais sur YouTube, ouais. Ouais. Mais on peut aussi faire du Twitch avec. Hein. D'accord. Et combien coûte cette petite merveille ? Alors on est sur de l'abonnement, et si on veut avoir la fonctionnalité, donc le mode interview pour avoir des guests, on est sur un prix qui est entre 30 et 40 euros par mois. Donc c'est quand même, c'est pas gratuit, mais la qualité du live est vraiment bonne, et je pense que derrière il y a des serveurs, vu qu'on est limité à 20 heures d'interview par mois, je pense qu'il y a des serveurs qui sont quand même assez balèzes pour réussir à faire ça. Ok, super. Ecamm Live. Il y a 2 M à Cam ? Il y a 2 M à Ecamm, tout à fait. Ouais, ok. Donc ECA 2M Live. Super Vincent, merci pour ce coup de cœur qui me parle et qui me plaît beaucoup. Oui. Bon, et Sébastien, quel est ton coup de cœur à toi ? Alors moi, ça sera le Mac Mini M1 que j'ai acheté quasi à sa sortie en décembre de l'année dernière en fait. Alors j'ai pris la version 16 Go. Alors j'ai craqué complètement, j'ai acheté un écran 4K Samsung 27 pouces, on m'a offert le Magic Trackpad 2, j'ai un clavier Apple, enfin bref, et je trouve cette machine vraiment exceptionnelle, quoi. Franchement, Apple ont fait un gros coup sur cette machine. Oui, Ellie ? Est-ce que tu as eu des taches roses ? Justement, j'allais en parler des taches roses. Alors, j'ai pas eu de taches roses, non, effectivement. Mais j'ai eu des éléphants roses. D'ailleurs, ça m'arrive encore. Alors, je sais pas si c'est dû à mon câble sur mon écran, mais parfois j'ai des petits artefacts qui se mettent. Alors, c'est pas gênant, ça arrive une fois de temps en temps. Et quand je sors de la veille aussi, parfois ça m'arrive d'avoir de la neige en fait sur l'écran. Et ça dure, je crois, on va dire 5 secondes et ça part. Mais bon, c'est pas gênant, donc j'ai pas trop signalé. Et je me dis que ça va peut-être partir avec une mise à jour. Ok. Et ouais, donc cette machine-là, j'ai un abonnement à la Creative Cloud en fait, et donc Photoshop a été mis à jour récemment. Et franchement, ça carbure. Ouais. Alors je pars aussi de loin. J'étais sur un Mac Mini 2011 pour cette machine-là, et j'ai voulu la changer. Ça fait un petit moment que je voulais la changer, et j'ai bien fait d'attendre la sortie du M1 parce que c'est vraiment. J'ai hâte de voir ce que va nous sortir Apple, parce que là, franchement, la machine, là, elle carbure. Ouais, le changement est spectaculaire pour toi. Ah, complètement. Alors je fais un peu d'After Effects aussi pour m'amuser. J'aime bien faire du compositing vidéo, etc. Et comment dire, très gourmand en sur ressources. After Effects, c'est une fluidité. Je rajoute des couches sur des petites séquences, quoi. Mais ça ralentit pas. C'est presque impressionnant. Et c'est un silence, mais
C'est un silence religieux en fait. C'est presque perturbant. Des fois, on se demande est-ce que la machine est toujours allumée, etc. Mais si, ça fonctionne. Alors que on voit le truc carbure à fond, il y a la RAM qui est utilisée au maximum, etc. Et dans le moniteur de ressources. Et c'est vraiment une super machine et ça annonce que du bon pour la suite. Alors j'imagine les MacBook Pro 16 pouces qui vont sortir, ça va tout tuer quoi. Ouais. Bon, bah ça donne envie en tout cas. Vincent, toi, tu es passé aux M1 aussi? Non, pas encore. Ah. Moi, j'attends. Le 16 pouces, c'est plus petit que 16 pouces. C'était pas assez. Donc j'attends un 16 pouces, M1, M1X, M2. J'attends. Tu prends tout. Ouais. Je prends tout tant que les ventilos font plus de bruit, je prends. C'est la fin de ce 32e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci à nos invités, Vincent Pradey, Worldline. Merci Vincent d'avoir été avec nous, très sympa. Tu reviens quand tu veux et peut-être qu'on aura le plaisir de se recroiser en juin. Et pourquoi pas. Ce serait très sympa de te retrouver à ce moment-là. Sébastien Balbine, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de te rencontrer. Bah, merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. Eh bien écoute, plaisir partagé et c'était très, très sympa, très chouette de découvrir ton univers domotique à toi. Merci aussi à vous les amis, Élie et François. Salut Élie. Namasté. Namasté, salut François. Salut à tous. iWeek, c'est un podcast audio natif tous les jeudis avant 20h et c'est aussi désormais un podcast en version vidéo sur YouTube le vendredi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'iWeek. Cliquez sur la cloche aussi pour ne rater aucun épisode et suivez iWeek, la semaine Apple, le podcast sur toutes les meilleures plateformes de podcast. Pour nous soutenir, patreon.com/iWeek, les réseaux sociaux, Twitter @iWeekNews, followez-nous et Instagram @iWeek.news. Passez une très belle fin de semaine, un bon week-end et on sera au rendez-vous, c'est promis, jeudi prochain. On sera le 8 avril 2021 avant 20h pour l'épisode 33, on espère qu'on sera pas malade. Profitez de la vie, prenez bien soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez, il n'y a que ça de vrai. Je vous embrasse, salut à tous. À bientôt. Salut.